Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle aventure de jeu de rôle en solitaire. Alors ce n'est pas vraiment du jeu de rôle, hein, mais plutôt une exploration dans un univers de jeu de rôle. Pour cette aventure, j'ai voulu me replonger dans un des premiers jeux de rôle que j'ai maîtrisé, c'est l'Appel de Cthulhu. C'est un jeu qui est plus dans l'ambiance et l'enquête, et il ne se prête pas vraiment à une aventure en solitaire. Pour cela, il existe des jeux de cartes, des jeux de plateau qui permettent de jouer en solitaire dans cet univers et qui sont très bien réalisés. D'ailleurs, j'y joue assez souvent. Cependant, je voulais revenir à la règle de base, celle en français, publiée en 1983. C'est une règle très simple qui ne s'embarrasse pas du superflu. Elle va me permettre de créer les personnages et de gérer les combats et l'exploration. Donc le côté enquête n'y est pas vraiment, l'ambiance je vais essayer de la créer pour moi et on va voir si j'arrive à la rendre pour vous, et surtout il y aura de l'exploration. Alors, pour pouvoir jouer, j'ai plusieurs outils. D'abord le livre de règles, ensuite le bestiaire, là j'ai pris une autre édition, la 4e, toujours en français. J'ai aussi utilisé le manuel de l'investigateur pour les tables, des armes, de l'équipement, etc. Enfin, j'ai créé des tables pour les rencontres aléatoires. J'utilise aussi certaines tables pour générer l'intérieur des pièces que je rencontre. Le plan, quant à lui, a été créé sur le site One Page Dungeon qui permet de réaliser des plans de manière aléatoire ou alors vous pouvez guider la création. Même si j'aime dessiner mes propres donjons, pour le test que représente cette partie, eh bien j'ai pris la solution la plus rapide et la plus facile en générant aléatoirement un donjon. On verra par la suite si je reprends ou non les crayons. Afin de suivre l'aventure, j'ai tout entré sur mon traitement de texte au fur et à mesure qu'elle se déroulait, et j'ai inclus aussi un petit narratif à chaque fois. Ce que j'aime dans le système de 1983, eh bien, c'est le système basique. Le moteur tourne très bien autour de pourcentages et de dés à 100 faces, enfin des dés 100. Les caractéristiques et les compétences sont régies par des scores en pourcentage. C'est simple et c'est vite maîtrisé. Bien, voilà, je vous ai à peu près présenté tout ce que je voulais. On va pouvoir plonger directement dans l'histoire. J'ai décidé de vous raconter absolument tout, depuis les lancers de dés, en passant par donc le narratif. Vous pouvez juste écouter, ou si vous voulez, vous pouvez aussi regarder. Je vais essayer de mettre des images, enfin je vais mettre des images. Voilà, bon, allez, ne perdons pas plus de temps, en avant. Tout d'abord, les personnages. Alors il s'agit de Gaspard Garance et de sa fille Rose Garance. Les personnages ont été créés en suivant les règles. Voici les deux fiches. Donc voici Rose et voici Gaspard. Et j'ai dessiné aussi leur portrait. Alors on va commencer par Rose. Alors qui est Rose? Eh bien c'est une dilettante pour l'instant. Elle fait ses études, hein, elle est âgée de 20 ans. Elle réside à Paris. On peut voir qu'elle a pas mal de force, pas mal aussi de... en constitution, elle a 18, donc c'est un bon score que j'ai fait là. Intelligence 17, pas mal. Elle est plutôt faible dans tout ce qui va être le pouvoir, hein, la magie. Ensuite, bon, les écoles, je ne l'ai pas encore remplies, je verrai plus tard. Pareil pour les diplômes. Elle a un bonus au dégâts, qui est de 1d4. Voilà, mon point de vie, je crois qu'elle tourne autour de 16. Et les points de santé mentale ensuite. Bon, alors là, c'est l'affiche vers la fin de l'aventure, hein, donc il y a déjà eu des changements au niveau des scores. Ses compétences, elle est très forte en archéologie, c'est quelque chose qu'elle pratique d'ailleurs, elle fait ses études en archéologie. On peut noter aussi qu'elle est pas mal douée dans ce qui est esquive. Elle s'entraîne beaucoup, hein, elle a eu pas mal de temps pour s'entraîner, elle est très sportive. Elle possède quelques notions en latin, pas mal d'intérêt pour l'occultisme aussi, et trouver objet caché, c'est quelqu'un qui observe vraiment bien les choses,
et qui trouve assez régulièrement dans les énigmes ou bien lorsqu'elle se promène, elle est assez curieuse, elle observe beaucoup, donc ça va lui servir, je pense, pendant les aventures. Elle a quelques notions de premiers soins aussi. Lorsqu'on est sportif, eh bien, des fois on se blesse, donc elle a des notions pour ça. Au niveau des armes, grâce à l'entraînement que son père lui a fait subir, hein, son père est un ancien militaire, il a fait la guerre de 14-18. Elle sait se servir d'un fusil calibre 22, voilà, elle a un bon score, elle est bien. Elle sait se servir aussi d'un revolver et elle peut manier une épée, mais bon, c'est pas trop son truc. Voilà, elle a un revenu qui est assez conséquent, elle a pas mal d'économies grâce eh bien, à certains héritages et puis à son père qui lui donne de l'argent, pas mal d'argent de poche. On va passer à Gaspard. Donc Gaspard, eh bien, c'est un écrivain. Euh, il est âgé d'une cinquantaine d'années, il vit sur Paris. Il est pas très fort, hein, c'est pas quelqu'un de musclé, hein, il a survécu à la Première Guerre mondiale. Il a fait milité de toutes les batailles, hein, depuis le début jusqu'à la fin, donc il a acquis pas mal d'expérience là-dessus. C'est un peu un dur à cuire, même s'il a quelques fragilités. Il a pas mal en intelligence, hein, il a 16. Bon, après, c'est un personnage vraiment moyen. Les dés n'ont pas été très généreux avec lui. Donc là aussi, hein, c'est une fiche de fin d'aventure, donc il y a des choses qui ont changé. J'ai pas encore mis son école, ses diplômes, mais il n'a pas de bonus ou de pénalité au dommage. Au niveau des compétences, eh bien, il est bon dans tout ce qui est littéraire, hein. Il est bon en bibliothèque, dans les jets de bibliothèque. C'est quelqu'un qui porte son attention surtout eh bien, sur lire et écrire, hein, puisque c'est un écrivain, il a pas mal de... Il a un très bon score là-dessus. Il a quelques notions en histoire. Il a quand même un petit fond sportif hein, qu'il garde depuis la guerre, hein, mais bon, il n'est pas très porté là-dessus non plus. Ça pourra lui poser problème peut-être. Il est très bon en premiers soins. Il a dû soigner pas mal de ses camarades pendant le conflit. Et voilà, après, il est moyen à peu près dans tout, hein, il est bon en psychologie, mais bon, je ne sais pas trop si ça va lui servir. Au niveau des armes, il ne sait se servir, alors il touche plus au fusil, et par contre, il est bon avec son revolver. Il tire encore bien au revolver, il tire même très bien. Donc voilà pour les personnages. Alors, nos deux héros viennent d'emménager à Paris. Hein. Ils habitent Paris, mais en fait, ils ont déménagé de, disons, la banlieue vers quelque chose de plus central pour les études de la fille de Gaspard. Et donc, Gaspard a réouvert une vieille maison que possédait la famille depuis plus de 50 ans, peut-être plus, mais que personne n'a habité jusque-là. Donc, les ouvriers viennent d'achever le plus gros des rénovations. Et Gaspard et Rose ont décidé de s'installer dans la petite maison, non loin du quartier latin. Alors qu'ils sont en train de ranger la bibliothèque, ils tombent sur un passage caché qui mène vers le sous-sol. Ni une ni deux, ils décident de l'explorer. Après tout, ça fait partie de leur maison et peut-être qu'il y a des choses intéressantes ou peut-être quelque chose à aménager. Séquence 1A, nous sommes dans la salle numéro 1, donc juste en dessous de la bibliothèque. Nous sommes le samedi 25 septembre 1920, il est 9h du matin. Les personnages, Gaspard Garance et Rose Garance. Donc on va jeter un dé aléatoire pour savoir où l'ennemi principal va se situer, donc c'est un D6. Il doit être soit dans la salle 10, soit dans la salle 16. Donc on fait pair et impair tout simplement. Pair pour 10 et impair pour 16, et c'est un impair, c'est la salle 10 donc qui tombe. L'équipement du groupe, alors Rose a une lampe à pétrole, une lampe tempête, hein, une sorte voilà, pour s'éclairer, et Gaspard a la même chose, plus un couteau de poche. L'information sur le lieu. La salle 1,
Donc on y arrive directement par les escaliers qui étaient dissimulés derrière l'antique et pesante bibliothèque en chêne massif. La salle est grande, tout en longueur. 12 piliers soutiennent un plafond en pierre. Une flaque d'eau s'étale vers le milieu de la pièce, cela suinte du mur. Et une forte odeur d'humidité, de champignons agresse l'essence dès qu'on arrive sur les premières marches de l'escalier. Il n'y a pas de lumière, à part celle portée par les aventuriers. Alors les événements. Les aventuriers font preuve de prudence en descendant, afin de ne pas glisser sur les marches humides et recouvertes d'une sorte de mousse spongieuse. Un jet de dextérité pour Rose, c'est un 37, c'est une réussite. Gaspard, lui, par contre, nous fait un 55 et c'est un échec. Gaspard glisse et se retient avec une main contre la paroi. Il n'a rien, mais il est en déséquilibre. Un jet de discrétion pour Gaspard, 55, c'est à nouveau un échec. Pareil pour... Non, c'est tout, il n'y a que lui qui fait ça. Donc encore 2 échecs en discrétion et la goule va les entendre. Puisque la goule est l'ennemi principal. Un jet de rencontre, 31, donc c'est un piège. Un déclic retentit, un piège. Des pointes surgissent des 2 piliers face aux escaliers. La vétusté des lieux fait que un des 10 pointes fonce vers les héros. Donc ici le résultat sera 2. Rose tente d'esquiver, elle fait un 73, c'est limite mais c'est réussi. Elle se plaque contre le mur, la pointe frôlant son ventre. Gaspard, encore en déséquilibre, essaye de se jeter au sol, mais hélas, il fait un 70, c'est un échec. La pointe atteint l'aventurier, on fait un jet de localisation, donc 1 des 6, le résultat est 3, donc c'est le bras gauche. Donc la pointe atteint l'aventurier dans le bras gauche, heureusement, ce n'est qu'une égratignure, il ne perd que 2 points de dommage. Séquence 1B, toujours dans la même salle, l'heure a avancé, on est à 9h10 du matin. Pour la goule, il y a eu un échec de discrétion sur les 3, et le reste n'a pas bougé. Les événements. Donc Rose propose à Gaspard de rebrousser chemin afin de soigner sa blessure, mais celui-ci refuse, et elle lui apporte donc les premiers soins sur place. Elle fait un jet de premiers soins, elle fait un 20, c'est une réussite, et Gaspard regagne un des 3 points de vie, le résultat est 2. Avec chacun une lampe à pétrole, ils déambulent dans la pièce, avec prudence et minutie. Ils n'ont pas envie de déclencher un nouveau piège. J'ai pour détecter les pièges, Gaspard 70, c'est un échec, mais Rose fait un 1, c'est une réussite. Elle voit même quelque chose d'étrange au bout de la pièce grâce à ce jet. Rose s'approche lentement et regarde avec attention le mur du fond. Quelque chose cloche dans ce mur, et ce n'est pas un piège. Elle fait un jet de toc, 18, c'est une réussite. Elle étudie avec attention les pierres taillées et en trouve une plus petite que les autres. Elle appuie dessus et dans un grincement lent et rugueux, le mur coulisse vers la gauche. Pas besoin de jet de discrétion, nous en sommes à 2 échecs de discrétion puisque ça a fait du bruit. Nous passons à la séquence 2 de A avec une nouvelle pièce, la pièce numéro 4. Nous sommes toujours le 25 septembre 1920, il est 9h20 du matin. C'est toujours la salle 1, puisque la salle 4, en fait, c'est une salle secrète. La goule, 2 échecs de discrétion sur 3. Donc la salle secrète, la salle 4. Pardon, la salle 14. Jet de rencontre, on fait un 13, donc il n'y a rien dans cette salle. Aucun être vivant, tout du moins. La salle devait autrefois être utilisée comme bureau, il reste des meubles assez bien conservés, en bois massif. La salle n'est pas aussi humide que la précédente, il y a de la poussière et pas mal de toiles d'araignée. Un immense bureau trône au milieu, des papiers, divers livres, des encriers, des plumes sont étalés dessus. Les parois sont recouvertes d'étagères vides. S'il y avait ici des livres, ils n'y sont plus. Donc Rose et Gaspard s'avancent dans la pièce, ils font preuve d'une extrême prudence. À la lueur des lampes se révèle un décor d'un autre temps. Jet d'histoire 38, c'est une réussite. Gaspard s'arrête devant les divers objets sur le bureau en prenant bien soin de ne rien toucher. Ce fratras me permet de donner une approximation de date, le XIIe siècle.
Ici, sur le livre, on peut voir les armoiries du comte de Tripoli. Jet d'archéologie pour Rose, 0,5. C'est une réussite aussi. Si on touche à ces livres et papiers, ils tomberont en poussière, dit-elle en essayant de lire le contenu d'un livre ouvert et de lettres. Elle va faire un jet de latin pour essayer de le lire. C'est un 13, c'est une réussite. Elle se redresse lentement, le regard inquiet. Cela parle de choses inconcevables, comme la résurrection de mort ou la migration des âmes. Elle fait un jet de santé mentale. Donc pour Rose, moins de 3 à la SAN. Rose gagne un plus 17% en savoir de mythe de Cthulhu. Rose a très envie de prendre le livre pour l'étudier sérieusement plus tard. Elle fait un jet de volonté. C'est un jet de pouvoir. 63, c'est une réussite. Elle se dit au final que ce livre serait encore là plus tard. On continue. Nous sommes à la séquence 3A. Nous sommes dans la salle numéro 2. Il est 9h45 du matin. Les personnages, toujours Gaspard, toujours Rose, la goule, on est toujours à 2 échecs de discrétion sur 3. Et l'équipement n'a pas changé. Dans cette salle 2, on fait un jet de rencontre, on obtient un 80, c'est un zombie qui est là. Donc c'est une salle d'armes, il y a des râteliers d'armes, d'armures, la plupart rouillées, des reliques du XIIe siècle. On y trouve de tout comme armes blanches. Dans le coin opposé, une forme humaine se détache dans la lumière des lampes. Rose et Gaspard poursuivent leur exploration. D'un simple geste de la tête, Gaspard désigne le couloir sur leur gauche et ils débouchent dans une salle pleine d'équipements. Des armes et des armures. Gaspard les identifie tout de suite comme des objets du milieu du XIIe siècle. Ils sont sur le seuil. Un bruit étrange provient du côté opposé, comme un râle et un raclement. Gaspard lève sa lampe. On distingue nettement une forme humaine. Elle avance lentement vers eux. Une masse dans la main droite qui traîne sur les dalles poussiéreuses. Et ses intentions ne sont tout bonnement pas amicales. Que vont faire nos aventuriers ? Rose, sans réfléchir plus avant, décide de prendre la première épée qui vient. C'est une épée à une main. Elle la soupèse et la fait tourner dans sa main droite. Les souvenirs des cours d'escrime de son adolescence la rassurent. Gaspard prend aussi une épée. Il est bien moins sûr de lui, ne sachant absolument pas comment manier cette arme. Alors ici, pour l'ordre d'action, il faut regarder la dextérité. Le zombie en a une de 15, il jouera en premier. Rose, avec 12, jouera en deuxième. Et Gaspard a une dextérité de 10, il fermera la marche. Nous rentrons donc dans... C'était le premier round de combat, ça a activé le zombie. Nous sommes dans le round 2. Il est 9h45 du matin. Et le zombie continue d'avancer. Il se porte au contact de Gaspard, qui est le plus proche de lui. Il prend sa masse à 2 mains, prêt à porter un coup. Le zombie est dans la lueur des lampes. Toute l'horreur qu'il inspire par son odeur pestilentielle et son apparence si humaine, alors que la chose est visiblement morte, menace de faire perdre leur sang-froid aux aventuriers. Il faut un jet de SAN. Rose fait un 35, c'est une réussite. Gaspard, 29, réussite aussi. Malgré la frayeur qui les étreint, l'esprit des deux tient bon. Rose, plus rapide que son père, abat son épée de la main droite, de haut en bas, au niveau du cou de la créature. C'est un 35 pour ce jet d'épée pour Rose, c'est une réussite. Parade du monstre, 6, c'est une réussite aussi. Les dégâts sur la masse du monstre, puisque c'est là qu'il part avec sa masse. Donc c'est un 3 plus un bonus de dégâts. Donc c'est un des 4, le résultat est 4, ça nous donne un 7. Donc on fait 20 moins 7, c'est-à-dire 13 points de vie. Il reste 13 points de vie pour la goule. Enfin pour son arme plutôt. Pour l'arme du zombie. Gaspard tente lui aussi de frapper maintenant que la défense du zombie est dégagée. Jet d'épée de Gaspard c'est 2, c'est un empalement, mais cela ne fonctionne pas sur les zombies. L'empalement ne fonctionne tout simplement pas sur ce genre d'adversaire. Donc il faut diviser les dégâts par 2 car c'est un zombie et il faut enlever 2 de son armure. En fait, les dégâts qu'il peut encaisser. Donc on arrive à 1 point de dégâts. Le zombie perd 13 moins 1 et il arrive à 12 points de vie. On continue. Round 3, il est 9h46. Cette fois-ci,
le combat a lieu, le combat fait du bruit, donc on suppose que la goule va entendre. Le combat se poursuit, le zombie attaque Rose cette fois-ci. Le zombie à 32, c'est une réussite. Rose tente d'esquiver, 34, réussite aussi. Rose parvient à esquiver le coup lent du monstre. Elle ne peut pas porter son attaque par conséquent. Gaspard, encouragé par sa précédente réussite, porte un coup au niveau du cou afin de lui trancher la tête. Il fait un 1, c'est impressionnant. Les dégâts, 7 divisé par 2, ça donne du 3,5, on arrondit moins 2, donc 1,5, et on arrondit à 2 pour ce magnifique 1. Le zombie voit donc 12 moins 2, ses points de vie arrivés à 10. L'épée de Gaspard tranche dans les chairs mais ne parvient pas à couper la tête de l'ennemi. La goule est activée maintenant avec ce bruit et elle avance donc petit à petit, elle avance de 3 cases vers l'origine du bruit. Nous sommes toujours dans le combat, c'est le round 4, il est 9h48 du matin. Et la goule vient de s'avancer lentement vers l'origine du bruit. Donc les aventuriers sentent bien que le combat peut tourner en la faveur d'un camp ou de l'autre à tout moment. Le zombie, lui, ne se pose pas de questions. Il lâche sa masse et tente d'agripper Gaspard pour le mordre au visage. Jet de lutte 90 est hélas un échec pour le zombie. Rose en profite pour attaquer, quand le zombie rate sa prise et se trouve entre elle et son père. Donc Rose fait un jet à 30, c'est une réussite, et après les calculs, c'était un dégât de 3. Le monstre s'effondre au sol, mais sa tête semble encore bouger. D'un geste rageur, Gaspard lui écrase le crâne, et il éclate comme une pastèque trop mûre. Les deux explorateurs se regardent, haletant. Un sentiment de soulagement et de victoire galvanise les deux héros. Alors je me suis trompé tout à l'heure dans le calcul des points de vie. J'en avais donné trop en fait aux zombies qui n'avaient pas autant. Donc là effectivement, le jet de Rose réduit à 0 les points de vie du zombie. Il n'en avait pas autant au début. Je croyais qu'il avait 13 et en fait j'ai confondu avec la masse. C'est la masse qui avait 13 points. En fait, le zombie avait peu de points de vie. Donc on passe cette fois-ci à la séquence numéro 4, puisque là c'était la séquence 3. Donc après combat, il est 9h49 du matin. La goule est avancée, elle est dans la salle 7. Et quand c'est une séquence hors combat, elle avance beaucoup plus rapidement. Donc d'une salle par séquence à partir de maintenant. Les aventuriers vont remonter dans la bibliothèque. Donc Rose et Gaspard écoutent le silence revenu après le combat. Les battements de leur cœur semblent remplir l'espace. Rose interroge son père du regard. « C'était quoi ça ?» Le père garde le silence pendant un instant, puis annonce d'une voix sourde « On remonte. J'ai de quoi tenir une discussion avec ces monstres. » Ils reviennent sur leurs pas et donc remontent vers la bibliothèque. Rose reste à l'entrée de la bibliothèque attentive, en regardant vers le bas. Gaspard ne tarde pas à revenir. Il tend un calibre 45 à sa fille et le fusil calibre 22 et une sacoche de cartouches. Il montre son revolver 45 et avec un sourire féroce, ils redescendent. Rose charge le fusil à verrou et le passe en bandoulière, puis vérifie que l'arme de poing est chargée. Elle assure sa prise sur sa lampe et la crosse du revolver et descend à son tour, sourcils froncés. Donc séquence 5A, on va être dans la salle 3 puis la salle 4. Il est 10h15 du matin à peu près. La goule, elle est toujours dans salle 7, elle est immobile car le silence est revenu. Alors l'équipement a changé, Rose a maintenant une lampe à pétrole, une épée rouillée, rangée dans un fourreau, un calibre 45 et un fusil 22, et une sacoche de munitions. Gaspard, lui, on lui rajoute un calibre 45 et l'épée rouillée dans un fourreau. Donc les salles 3 et 4, la salle 3 est une salle vide, il ne se passe rien. Il y a 2 sortes de trous grillagés dans un coin. La salle 4, elle regorge d'étagères avec de nombreux bocaux recouverts de poussière et de toiles d'araignée. On ne devine pas qu'il y a derrière le verre épais. On ne devine pas ce qu'il y a derrière le verre épais des récipients.
Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on rentre dans la salle 3, on fait un jet de rencontre, c'est un 28, donc il n'y a rien dans cette salle. Le père et la fille avancent avec prudence, lampe dans la main gauche, fusil calibre 22 chargé, coincé sous l'aisselle droite, canon vers le bas, Rose ouvre la marche. Elle a trouvé une ceinture solidement travaillée, avec son étui tout aussi fin et costaud pour ranger l'épée autour de sa ceinture. C'est un ouvrage de grande qualité, pour résister aussi bien au temps, il n'y a pas de doute à avoir. Son père a fait de même, mais il préfère tenir l'épée plutôt que le revolver qu'il a coincé dans son holster sous le bras gauche. Ils entrent dans la salle juste après celle qui contient les restes du mort-vivant. Il n'y a rien dans cette salle. Rose jette un œil aux 2 ouvertures grillagées au sol. Il devait y avoir de l'eau courante autrefois qui passait dans la rigole qu'on aperçoit en dessous. Donc salle 3, on avait déjà fait le jet de rencontre. La salle suivante est tapissée, du sol au plafond, d'étagères remplies de bocaux en verre. Ils sont couverts de poussière et de toiles d'araignée. Rose et Gaspard s'approchent des étagères. Jet de rencontre pour cette salle 5, donc il n'y a rien non plus. On fait un jet de toc, les deux vont essayer de regarder ce qu'il y a sur les étagères. Rose échoue, elle fait un 76. Gaspard, lui, échoue aussi avec un 82. La lumière des lampes se reflète sur les récipients, mais impossible de voir le contenu. Rose pose son fusil contre une étagère et, malgré les protestations de son paternel, commence à frotter un gros bocal avec ses doigts gantés. Il ne réalise pas aussitôt ce qu'il voit. Mais en quelques millièmes de seconde, ils prennent conscience que c'est bien un cerveau humain, avec un verre énorme qui sort par le dessus. Tout cela est figé dans un liquide translucide. Le verre bouge soudain, réagissant à la lumière. Jet de santé mentale. Rose fait un 43, c'est une réussite. Gaspard, 85, c'est un échec. Gaspard est incapable de garder son sang-froid. Il sursaute et ne peut retenir un petit cri. Son épée frôle les bocaux. J'ai de chance pour Gaspard, va-t-il tout renverser? 52, non, c'est une réussite. Quelques contenants tremblent, mais ne tombent pas. Ils reculent tous les deux au milieu de la pièce. Un râle étrange leur parvient alors. Puis, un raclement sur le sol, régulier, lent et menaçant, qui approche depuis la salle en face. Round 1 pour cette séquence. Un combat va avoir lieu. Il est 10h45 du matin. Rose et Gaspard reculent lentement, en faisant face à l'entrée, que les lampes éclairent faiblement. Une forme se dessine, par saccades, pour révéler l'innommable. Un être inconcevable se révèle dans la lumière blafarde. De la taille d'un être humain, elle n'en est qu'une caricature. Ses sabots grattent les dalles poussiéreuses. Les pattes griffues pendent le long de ses bras difformes. En voyant les deux aventuriers, elle s'arrête et émet des couinements et des sons inarticulés. Jet de santé mentale. Ils viennent de rencontrer une goule, c'est une race inférieure indépendante du mythe. Rose fait un 1, c'est une réussite. Gaspard, 100, c'est un échec. Perte de 1 des 6 de santé mentale pour lui. Il perd 5. Comme il perd 5 points d'un seul coup, il doit donc lancer sous idée afin de savoir s'il perd la raison momentanément ou pas. Donc Gaspard fait un 60. Il réalise ce qu'il voit et perd la raison. On fait un jet sur les tables de folie temporaire. Il aura une immobilité, il va être immobilisé pendant 2 tours. Il ne pourra rien faire. Rose pose sa lanterne à terre et épaule le fusil. « Ensemble, papa !»« Papa ?» Gaspard ne répond pas. Rose jette un coup d'œil rapide à son père, il est figé, sur place, ses yeux exorbités, fixés sur la créature. La goule a 13 en initiative, elle jouera en premier, Rose ensuite et Gaspard en dernier. Les armes à feu qui sont prêtes à tirer feront feu en premier, donc le fusil de Rose tire en premier, c'est un 1, encore, c'est une réussite, c'est un empalement. Donc on va jeter 2 fois les jets de dégâts, ça nous fait du 10, mais la goule doit diviser le dégât par 2, c'est un 5 points de dégâts. Donc le résultat, au final, la goule fait un pas en avant et franchit le seuil comme si la balle ne lui avait rien fait. La goule a 13 points, voilà, c'est elle qui a 13 points de dégâts, moins 5, ça fait 8. Nous sommes au round 2. La goule ne semble pas avoir été atteinte par la balle. Pourtant, elle s'arrête et regarde en silence celle qui vient de tirer. Il commence à agiter les bras et des sons impies sortent de sa bouche au croc canin. La goule dépense 7 points de magie sur les 13 qui lui restent donc 6 et commence à appeler un chien de Tindalos.
Le sort s'accomplira si il n'y a pas d'interruption. Les balles ne vont pas l'interrompre, la mort ou un corps à corps, oui. Et dans 3 rounds, le sort sera actif. Donc lors du round 5, on est au round 2. Rose lâche son fusil et prend son revolver tout en exhortant son père à tirer sur le monstre, mais celui-ci reste immobile. La goule poursuit son incantation. Les angles de la pièce semblent se déformer et danser devant les yeux des 2 aventuriers. Rose hurle « Papa, il faut tirer! Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut achever ce truc rapidement !» Gaspard revient à lui et grogne un juron avant de faire feu. Les revolvers peuvent tirer 3 fois pendant le round. Cela va donc faire 6 tirs. Alors Rose, pour le tir 1, c'est un 16, pour le tir 2, c'est un 86, pour le tir 3, c'est un 74. Donc il n'y a qu'une seule réussite. Les dégâts, c'est 1 des 10 plus 2 de dégâts, donc 8 plus 2. Donc au final, ça nous fait 5. La goule n'a plus que 3 points de vie. Gaspard tire à son tour. Tir 1, 14, c'est un empalement. Il va multiplier ses dégâts par 2. Le tir 2, c'est un 55. Le tir 3, c'est un 58. Ça fait 3 réussites. Donc il y aura plusieurs dégâts. Au final, on va faire un 2 plus 1, plus 3, plus 8. Ça fait 14. Divisé par 2, ça fait 7. La goule est morte. La goule, surprise par ses armes, n'a pas le temps de réagir. Elle s'écroule au sol dans une éclaboussure de liquide gélatineux. Elle fond littéralement comme si le temps la rattrapait en quelques secondes. Le décor reprend son aspect normal. Les 2 aventuriers ne perdent pas de temps à discuter et rechargent fébrilement les armes en scrutant régulièrement la pièce et les ouvertures. « On fait quoi ?» demande d'une voix mal assurée Gaspard. On continue. Je ne serai pas tranquille de vivre au-dessus d'un endroit potentiellement infesté de monstres. Séquence 6, il est 10h55 du matin. Nous allons vers les salles 15 et 16. La salle 15, c'est une salle humide, pleine de mousse et un coin de la pièce laisse suinter de l'eau. Il reste des tables, des chaises vermoulues et effondrées. Autrefois une salle à manger peut-être ? La salle 16, la porte est pourrie, c'est une chambre. Le mobilier est plus solide, des placards, des étagères. Pour la salle 15, jet de rencontre 12, il n'y a rien. Rose et Gaspard changent leur façon de progresser. Ils vont avancer côte à côte. Lui tient dorénavant une lampe et son arme. Rose aura son revolver dans une main et le fusil dans l'autre. Elle a rangé sa lampe, accrochée à la ceinture, éteinte. Ils prennent à gauche et tombent sur une pièce glissante et humide. Une odeur de champignons les agresse dès qu'ils font quelques pas à l'intérieur. On aperçoit une flaque d'eau dans le coin opposé et des meubles pourris qui gisent au sol. Il y a aussi des assiettes. Une salle à manger ? Ils se dirigent vers la porte suivante qui s'est effondrée sur elle-même. Salle 16, jet de rencontre 29, rien. Une chambre. Tout est dans un état lamentable. Les ravages du temps ont cependant épargné quelques étagères, le lit et des coffres. Rose, sous la garde de Gaspard, entreprend de fouiller rapidement afin d'écarter toute menace cachée. Donc jet de toc, trouver objet caché, sur l'ensemble de la pièce, cela va prendre bien 15 minutes. Rose fait un 6, c'est pas mal. Donc il faut que je trouve une table de trésor en adéquation. Bon, elle trouve tout simplement le journal de celui qui commandait ce lieu, en adéquation avec le livre trouvé dans la salle 14. Donc Rose feuillette rapidement ce journal. Il est en très bon état, comme préservé par une magie inconnue. Elle n'arrive pas à lire. Il faudra passer du temps, car c'est rédigé en latin médiéval. Elle le glisse dans sa sacoche à munitions. Les aventuriers poursuivent leur exploration. Elle va s'achever vers 14h. Jusqu'à arriver donc ils poursuivent leur exploration, jusqu'à arriver dans une salle avec un escalier qui ne peut être emprunté car le plafond s'est effondré. Ils ont aussi trouvé une autre pièce secrète contenant des squelettes humains enchaînés, encore dans leur armure de maille. La maçonnerie avait cédé sous le coup d'une inondation encore active. Un ruisseau souterrain faisait lentement son œuvre. Dans la pièce à l'opposé de celle avec l'escalier condamné, ils avaient trouvé les restes d'un corps momifié. Il tenait dans ses mains un livre d'incantation qui tomba en poussière quand Rose voulut s'en saisir. Ils ne firent aucune mauvaise rencontre. Une fois à l'abri dans la bibliothèque, à l'étage, illuminée par un beau soleil d'après-midi, Rose entreprit de lire le journal. Quand elle le posa, la nuit était tombée. Le lieu appartenait à un certain Marcellus de Jonc, un lettré du Xe siècle. Il avait trouvé un moyen de rester en vie, transférant son âme dans divers corps jusqu'à la moitié du XIIe siècle. Il disait avoir trouvé quelque chose de plus puissant, une histoire racontée par des soldats revenus d'Orient.
il avait envoyé des hommes ramener ce fameux livre. Ils rapportèrent le livre à son propriétaire. Il était en train de l'interroger et il allait appliquer une nouvelle incantation. C'est là que s'arrêtait le journal. La suite, Rose et Gaspard ne pouvaient que la supposer. Le sort avait mal tourné. Marcellus avait trouvé la mort momifiée et le propriétaire du livre s'était transformé en une hagoule. Le mot était clairement inscrit dans les dernières lignes du journal. La dernière fois, le sort a échoué et a transformé le réceptacle en mort-vivant. Il m'obéit, je m'en sers comme gardien dans la salle d'armes. Si cette fois le sort vient à échouer, je dois avoir des incantations prêtes pour lutter contre une hagoule. Voilà, fin de l'aventure. Donc, alors, ce petit test, qu'en pensez ? Eh bien, ça fonctionne assez bien en solitaire. Les règles de l'appel de Cthulhu, donc de 1983, sont assez simples à appliquer au niveau des combats. Donc, les aventuriers peuvent avancer, il y a des tables de rencontre, c'est vraiment comme un donjon. Bon, c'est pas du tout le propos, de ce jeu de rôle-là, hein, à la base, puisque c'est surtout de l'enquête, de l'ambiance, des recherches, voilà, et des surprises petit à petit, et lors de confrontation avec le mythe, ou pas d'ailleurs. En tout cas, pour ce que je voulais en faire, ça fonctionne. Donc je pense que j'en referai d'autres, certainement avec les mêmes personnages, dans d'autres lieux, d'autres donjons. Je ne sais pas si, vous aimez, plutôt avec, les résultats des dés comme j'ai essayé de le faire, ou juste la narration de l'aventure avec, peut-être des pauses de temps en temps et puis, une explication, d'une règle en particulier. Donc pour cette première fois, je vous ai, raconté l'aventure et puis, aussi ce que j'ai vécu moi avec les jets de dés. Dites-moi ce que vous préférez, juste de la narration, je raconte l'aventure et puis de temps en temps je m'arrête pour expliquer, ou je continue de cette façon-là, comme ce que vous venez d'entendre. Et bien voilà, je vous remercie, de m'avoir suivi sur cette, nouvelle, vidéo, ou nouvelle audio, si vous l'écoutez juste simplement. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite, d'ici là, eh bien, de bons jeux et de belles découvertes ludiques. Au revoir.